Le tonal Powali, il a une autre fonction également, c'est celle d'être un calendrier divinatoire. Et vous voyez ici sur la photo, lorsque les enfants naissent, eh bien les femmes, vous voyez ici, consultent les prêtres. Vous voyez un monsieur qui a une feuille avec une petite tête de lapin dessus, et elle va demander en fait sous quel signe est né son fils. Et le signe du jour de naissance va déterminer, puisqu'on est dans un temps cyclique, non seulement la vie de la personne, mais la façon dont elle va mourir. Donc on a une sorte de calendrier divinatoire, vous voyez le signe en haut qui est affiché, qui est de 10 lapins. Alors il se trouve que lapin, c'est pas un signe super parce que c'est lié à l'ivronnerie, c'est lié à la lune, mais on a d'autres signes, par exemple le signe jaguar, le signe aigle, qui sont très puissants, très forts et qui prédisent des choses extraordinaires pour l'enfant qui va naître. Mais en tous les cas, le destin de chaque individu est placé sous l'analyse de ce calendrier divinatoire qui est extrêmement complexe. À droite, vous avez une photo qui vous représente l'éducation des enfants selon les méthodes aztèques, qui est une éducation, je dirais, relativement classique, entre guillemets, à savoir que les jeunes garçons partent avec leur père pêcher, nager, chasser, se former également à la guerre, alors que les jeunes filles restent avec leur maman et apprennent à tisser, apprennent à faire la tortilla et apprennent à s'occuper d'un foyer. Cette diapositive ici vous montre la tradition du mariage aztèque, qui est en fait plutôt un accord entre deux familles, et le moment d'union entre les deux personnes se traduit par le fait qu'on va nouer les deux pagnes l'un avec l'autre, et vous voyez que les personnes sont assises sur une natte. Et la natte, eh bien, c'est ce qu'on utilise communément pour dormir. On met la natte par terre, on dort par terre. Et la natte, c'est aussi le symbole du pouvoir. Et si vous regardez les petites diapositives à gauche, vous voyez en haut, je vous ai mis la représentation d'un ancien empereur qui s'appelait Ahuitzol, en bas Moctezuma, et aussi bien sur la photo de droite, vous voyez les petits personnages que celle de l'empereur Ahuitzol, vous voyez qu'il y a une petite virgule qui sort de la bouche des gens, qui est une volute de parole. Et la parole en Mésoamérique, c'est du pouvoir. D'ailleurs, l'empereur s'appelle le Tlatoani, qui veut dire celui qui possède le pouvoir de la parole. Et la parole est sacrée, puisqu'on est effectivement dans une société dans laquelle l'oralité est très importante. À partir du moment où les Aztèques commencent à se développer, ils vont nouer des alliances avec deux autres villes que je vous ai montrées au départ sur la carte, la ville de Texcoco et la ville de Tlacopan. L'alliance de ces trois cités va former en fait un conglomérat très puissant, et c'est à partir de 1428 que les Aztèques vont commencer à aller conquérir d'autres villes, d'abord sur le pourtour de la lagune de Texcoco et petit à petit sur l'ensemble du territoire, notamment donc sur le plateau central, jusque sur la côte du golfe du Mexique et également jusque sur la côte pacifique. Et leur empire va se constituer de cette façon-là. Donc en fait, le développement de l'Empire, il est relativement récent. 1428, les Espagnols arrivent en 1519. Donc vous voyez que la durée de vie de l'apogée aztèque, elle est très très courte. Les différents empereurs se succèdent les uns après les autres, et ce que doivent faire les empereurs, c'est aller chercher d'autres territoires à conquérir. Les empereurs ne sont pas issus d'une dynastie, ils sont nommés par un collège de gens qui va les désigner pour leur aptitude, pour leur élocution, leur façon de parler, leur façon de se comporter, mais des fois ça marche pas toujours très bien. Par exemple ici, cette pierre qu'on appelle la pierre de Tizoc a été probablement érigée en l'honneur d'un empereur qui justement n'a pas bien rempli sa fonction, puisqu'il a été démis de son pouvoir et il a été exécuté. Mais ce qui est intéressant sur cette pierre, c'est que l'on retrouve ici une activité très importante dans le monde aztèque, bien sûr, qui est la guerre, parce que cet empire, il va se former à partir justement d'actes guerriers et de conquêtes. Et vous voyez qu'ici, on a deux personnages en train de se battre. Celui de gauche tient un bouclier avec des lances et il tient le personnage de droite par les cheveux. Et ça, c'est le symbole de la capture. Quand on prend quelque chose, et notamment les cheveux, ça veut dire que l'individu est captif, il ne se défend plus, il arrête de se débattre, et on va le ramener au temple pour le sacrifier. Parce qu'en Mésoamérique, on ne sacrifie pas sur le champ de bataille, on tue au temple, c'est-à-dire dans un contexte ritualisé qui va permettre de canaliser l'énergie de la personne que l'on sacrifie vers les divinités qui en ont besoin. Je vais revenir là-dessus. En tous les cas, l'expansion se fait aussi, non seulement se fait par la guerre bien sûr, mais se fait aussi par les échanges commerciaux. On a une catégorie sociale de gens qu'on appelle les pochecas, qui sont des commerçants,
qui étaient envoyés un peu partout en Mésoamérique pour pratiquer des échanges, mais qui étaient un petit peu aussi l'œil et l'oreille de l'empereur, et qui étaient chargés de repérer les éventuelles velléités de contestation ou d'indépendance. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque les Mexicas, les Aztèques, allaient conquérir un territoire, ils imposaient un paiement de tribut très important. Et c'est là où le bas blesse, je dirais, quelque part, parce que ce tribut est parfois tellement lourd que beaucoup de villes, d'autres ethnies, eh bien, rechignent un petit peu à le payer. Et ça, plus tard, eh bien, ça va être un élément clé dans la conquête, puisque, eh bien, en voyant arriver les Espagnols, beaucoup d'ethnies espèrent se débarrasser de ce joug aztèque et vont passer du côté des Espagnols. Les relations commerciales se traduisent à Mexico par l'établissement d'un marché, le marché de Tlatelolco, dont vous voyez ici une petite maquette qu'on retrouve au musée d'anthropologie, marché extrêmement important dans lequel on nous dit que jusqu'à 60 000 personnes pouvaient se croiser par jour, et on y trouvait de tout dans ce marché, des tissus, de la vannerie, des poteries, même des esclaves qui étaient vendus au marché, issus justement des campagnes de conquête. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle la Matricula de los Tributos, qui est en fait un codex dans lequel on enregistre, vous voyez, les tribus, les paiements qui ont été réalisés par les différentes ethnies. Donc c'est à partir à la fois de la conquête militaire, mais aussi de la diplomatie et des relations commerciales, que petit à petit, donc, les Aztèques vont constituer un véritable empire. Alors maintenant, nous allons nous concentrer sur le monument le plus important du monde aztèque, qui n'a été découvert que très récemment, en 1978. Jusque-là, lorsqu'on voulait contempler des réalisations architecturales aztèques, eh bien, il fallait aller à l'extérieur de la ville de Mexico. Mais en 1978, on décide de construire un parking souterrain à côté de la cathédrale, et on avait à peine commencé les travaux qu'on tombe tout de suite sur des restes de construction anciennes, et on comprend très vite, au vu de ce qui a été dégagé, que l'on se trouve en plein sur ce qu'on appelait donc le Templo Mayor, c'est-à-dire le temple principal, qui constituait en fait le cœur à la fois du pouvoir et cœur religieux de la ville de Mexico Tenochtitlan. Ici, cette maquette vous reproduit justement tous ces différents bâtiments que l'on trouve. Ce qu'on appelle le Templo Mayor, c'est pas seulement une pyramide, c'est un ensemble de constructions qui vous sont représentées ici. Le temple principal, c'est le numéro 1, sur lequel on va revenir. De part et d'autre, on a le numéro 7 qui est constitué le 5 et le 6 qui représentent des petits temples annexes des guerriers aigles et des guerriers jaguars, dont je vais vous parler maintenant. On a au numéro 19 un collège qui était dans lequel on formait les jeunes gens à la prêtrise ou à l'art de la guerre. Le numéro 4, c'est le jeu de balle, qui est un jeu qui n'est pas un jeu sportif, mais qui est un rituel. Là, je vous encourage à consulter ma conférence sur les cultures de la côte du Golfe du Mexique, dans lequel je vous explique en quoi consiste ce jeu de balle. Et puis, par exemple, le numéro 3, eh bien, c'est le Tzompantli, qui est un lieu sur lequel on présentait les têtes des captifs qui avaient été sacrifiés à la pyramide, dont je vais vous reparler tout de suite. Et au milieu, vous avez le numéro 2, qui est un temple circulaire, qui est consacré à une des nombreuses divinités du panthéon aztèque, qui est le dieu du vent, qui s'appelait Eecatl, et qui est un avatar de Quetzalcoatl, le fameux serpent à plumes. Tout ça pour vous dire qu'on a vraiment tout un aménagement architectural avec des temples consacrés à différentes divinités, et toute l'activité rituelle était concentrée à cet endroit-là. Donc c'est un endroit particulièrement important, et la pyramide principale, vous allez le voir, est un véritable livre d'histoire dans lequel on va pouvoir analyser la chronologie de développement de ces Aztèques au cours du temps et l'avancée donc des différentes conquêtes. Sur cette diapositive, vous voyez ici la représentation du Templo Mayor, qui est en fait constituée de 6 étapes de reconstruction. Dans le monde mésoaméricain, quand on décide de changer un bâtiment, on ne détruit pas l'ancien, on construit par-dessus. Et un peu, ça fait comme des poupées russes, si vous voulez, qui s'emboîtent. Et grâce à cela, puisqu'on met des remblais, on protège aussi les anciennes constructions. Mais ça, pour les archéologues, c'est extraordinaire, parce qu'il suffit de faire une percée transversale et on retrouve toutes les anciennes constructions. Ce temple est cette pyramide est une pyramide duelle, puisqu'en haut se trouvent 2 temples
À droite, en rouge, vous avez le temple de Huitzilopochtli, donc la divinité tutélaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est purement aztèque. Et à gauche, vous avez le temple de Tlaloc, qui est une divinité de la pluie, qui, elle, est une divinité beaucoup plus ancienne, qui était déjà présente avant l'arrivée des Aztèques. À droite, je vous ai mis une petite représentation de la cosmologie Nawa, qui est une cosmologie qu'on retrouve partout, donc en Mésoamérique, qui veut qu'on sacralise l'espace, et l'espace est considéré en fait à 3 niveaux, c'est-à-dire le monde terrestre avec la pyramide justement au milieu, et en haut on a 13 étages différents qui mènent à l'Omeyocan qui est le niveau supérieur, et dans l'espace de l'inframonde, l'espace souterrain, vous avez 9 niveaux qui conduisent en fait au royaume des morts. Et vous voyez qu'on va sacraliser le nord, le sud, l'est et l'ouest à travers des objets et des couleurs. Donc ce qui veut dire qu'en Mésoamérique, les points cardinaux, les orientations géographiques ne sont pas des orientations physiques, ce sont des lieux éminemment symboliques. Et quand on parle d'une couleur, quand on parle d'un élément, eh bien on fait référence effectivement à une orientation particulière. Donc vous voyez bien qu'on est sur quelque chose d'éminemment symbolique, une chaîne sémantique qui est souvent assez complexe à déchiffrer, mais que tout est codifié.